Elle faillit lâcher le plateau. Ce n'était pas possible. Pas ici. Pas dans ce chalet perdu à 1800 mètres d'altitude, entre les sapins et la neige de mars. L'homme qui venait d'entrer, la trentaine, costume sombre, mâchoire carrée, avait les mêmes yeux que la photo. Ses yeux noisettes légèrement clairs, ce front haut, cette façon de tenir les épaules en arrière comme si le monde lui appartenait. Elle les connaissait. Elle les avait regardés pendant 3 jours, 30 ans plus tôt, avant que la famille Beaumont lui arrache son fils des bras. Damien. Damien Beaumont. PDG de Beaumont, Industrie. Élise posa le plateau sur le bar. Doucement. Ses mains tremblaient. « Madame, vous êtes bien ?» C'était Lucas, son jeune collègue de 19 ans, qui la fixait avec cet air inquiet des gamins qui ne savent pas quoi faire quand quelqu'un pâlit sans raison. « Très bien, va prendre les manteaux. » Il obéit sans insister. Elle lui en fut reconnaissante. Elle s'essuya les paumes sur son tablier. 52 ans, des mains qui craquèrent le matin, un dos qui refusait de se taire après le service du soir. Élise Moreau, serveuse au chalet des Cimes depuis 17 ans. Voilà ce qu'elle était devenue. Et lui? Lui, il avait tout. Le groupe envahit la salle principale avec cette aisance des gens habitués à louer les espaces entiers plutôt qu'à les partager. Ils étaient une quinzaine, en costume et tenue de ski haut de gamme, portant des valises à roulettes qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel d'Élise. Damien Beaumont s'arrêta au milieu de la pièce. Il ne regarda pas les gens. Il regarda les murs, le plafond en bois, le panorama sur les crêtes enneigées. Il évaluait, comme on évalue une salle de réunion avant de décider si elle fera l'affaire. « C'est rustique », dit-il à voix basse. Sa directrice de communication, une femme en rouge avec une tablette sous le bras, s'empressa de répondre. « La salle peut accueillir 50 personnes pour le gala, Damien. Et la vue est exceptionnelle. » « Je vois la vue, Isabelle. » Ce ton. Coupant. Sans appel. Elle reconnut ce ton. Elle l'avait entendu, 30 ans plus tôt, dans la bouche du père. Le père Beaumont, qui lui avait expliqué, les mains croisées sur son bureau en chêne, que son fils méritait mieux qu'une mère de 22 ans sans le sou, que l'amour ne suffisait pas. Que c'était une décision raisonnable, pour lui. Elle avait signé. Elle vivait avec ça chaque matin depuis. Élise s'approcha du groupe, bloc-notes en main, sourire professionnel collé sur le visage comme on colle un pansement sur une plaie trop large. « Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Élise, je serai votre serveuse principale pendant votre séjour. Puis-je vous proposer quelque chose à boire, en attendant l'installation de vos chambres ?» Personne ne la regarda. Pas même Damien. Il parlait dans son téléphone, dos tourné à la salle entière. « Non, écoute-moi bien. Si le conseil vote contre jeudi, on change le conseil. C'est aussi simple que ça. » La directrice Isabelle tendit la main vers Élise sans quitter son écran des yeux. « Champagne pour tout le monde, 2 bouteilles pour commencer. » Commencer. Comme si la soirée n'était qu'un échauffement. « Bien sûr, » dit Élise. Elle se dirigea vers le bar. Ses jambes fonctionnaient. C'était déjà quelque chose. Le service dura 3 heures. 3 heures à croiser cet homme sans qu'il lève une seule fois les yeux vers elle. Elle remplissait son verre. Il parlait. Elle déposait les assiettes. Il ne remerciait pas. Elle existait autant que la table, autant que les bougies, autant que le bruit du vent dehors, présente, inutile, invisible. À un moment, il renversa un peu de vin rouge sur la nappe blanche. Il regarda la tache, puis il regarda dans la direction d'Élise. Pas dans ses yeux. Juste dans sa direction. Changez ça. Elle hocha la tête et s'exécuta. Vers 22 heures, quand la moitié du groupe était monté se coucher, Élise débarrassait les dernières tables. Damien était resté avec 2 collègues, près de la cheminée. Sa voix portait dans la salle désormais silencieuse. Le séjour en montagne, c'était l'idée d'Isabelle. Moi, je m'en fiche. L'un des collègues rit. Tu t'en fiches de tout, Damien. Pas des résultats. Silence. Craquement du feu. Dehors, le vent faisait gémir les vieux sapins. Puis, la voix de Damien, plus basse, presque pour lui-même. Ma mère est morte à ma naissance. Je ne dois rien à personne. Élise s'arrêta. Le verre dans sa main ne tremblait pas. Elle l'avait décidé. Mais quelque chose en elle venait de se briser. Pour la 2e fois en 30 ans. Le lendemain matin, le chalet changea de visage. Des camionnettes blanches remontèrent le chemin de montagne dès 7 heures. Fleurs fraîches, nappes en lin, caisses de vin de Bourgogne. 2 cuisiniers supplémentaires arrivèrent comme des colis,
avec leurs mallettes en acier. Damien organisait un gala. Pour des investisseurs japonais, dit-on dans la cuisine. Des hommes qui décidèrent de l'avenir de 300 emplois en Europe. Élise apprit ça entre 2 cafés servis. On est 15 invités ce soir, lui glissa Martine, la chef de salle. Toi, tu fais le couloir et les entrées, invisibles. Comme d'habitude. Martine la regarda une seconde. Ce soir, encore plus. Élise hocha la tête. Elle connaissait ce mot. Invisible. Elle le portait depuis l'âge de 22 ans. La journée passa vite. Elle plia des serviettes. Elle polit des verres. Elle aligna des couverts avec la précision d'une femme qui a appris à ne plus penser. À 19h30, les voitures arrivèrent. 4 berlines noires. Des hommes en costume sombre. 3 Japonais, discrets et attentifs. Des associés européens, bruyants et satisfaits d'eux-mêmes. Et Damien, au centre, distribuant des poignées de main comme des faveurs. Il portait un costume gris anthracite. Ses cheveux étaient impeccables. Il souriait. Ce sourire qu'Élise avait appris à reconnaître, le sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Elle disparut dans le couloir. Le dîner commença à 20h. Élise circulait entre les tables, silencieuse, efficace. Elle versait le vin. Elle retirait les assiettes. Elle répondait quand on lui parlait d'un seul mot. Les conversations allaient en anglais, parfois en français. On parlait de marché, de fusion, de pourcentage à 2 chiffres, des mots creux qui remplissèrent la salle comme de la fumée. À un moment, M. Takahashi, le plus âgé des 3 Japonais, celui qui décidait vraiment, posa sa fourchette et regarda autour de lui. « Ce chalet est remarquable, dit-il dans un français soigné. Il a de l'âme. » Damien sourit. 120 ans. Construit par un industriel lyonnais. Et ce piano? Tous les regards se tournèrent vers le coin nord de la salle. Le vieux Steinway était là, sous une lampe tamisée. Noir, silencieux, presque oublié. Un Steinway de 1922, dit Damien. Il est là, depuis toujours. Quelqu'un joue? Demanda Takahashi. Silence autour de la table. Damien parcourut ses invités du regard, amusé. Messieurs, une âme musicale parmi nous? Quelques sourires, des dénégations polies. L'un des associés leva les mains en riant. Pas moi. 2 doigts sur une touche, maximum. C'est alors que Rémi, un directeur commercial que Damien traînait partout comme une mascotte, se retourna vers le couloir. Il avait ce sourire qu'ont les hommes qui cherchent une cible facile. La serveuse, dit-il. Personne ne comprit d'abord. La serveuse a étudié au conservatoire de Lyon, paraît-il. Des têtes se tournèrent, des rires discrets. Quelqu'un murmura quelque chose en anglais. D'autres suivirent, plus incertains. Élise était immobile près de la desserte. Elle sentit les regards comme on sent le froid. Damien la fixa. Ses yeux s'allumèrent, pas d'étonnement, d'intérêt. Le même regard qu'un enfant qui découvre soudain une nouveauté utile. « C'est vrai ?» dit-il. Élise prit une seconde. « J'ai suivi des cours, oui. Il y a longtemps. » Des cours. Il répéta le mot lentement, comme si c'était drôle. « Jouez-nous quelque chose. »« Je vous remercie, monsieur. Je suis là pour servir le dîner. » Il y a eu un silence. Puis Rémi rit encore. Quelques convives l'imitèrent, sans trop savoir pourquoi. Damien replia sa serviette et se leva. Lentement, il contourna la table et s'approcha d'Élise. Pas trop près. Juste assez pour que tout le monde comprenne le rapport de force. Il baissa la voix, mais pas assez. Ce n'était pas une question, c'est une demande de l'hôte. Je comprends, monsieur, mais je ne suis pas en tenue pour. Monsieur Takahashi aime la musique. Élise regarda le japonais. Il la regardait aussi. Pas avec cruauté, avec une curiosité tranquille, presque bienveillante. Cela ne changeait rien. Elle prit une inspiration. Je peux vous recommander une sélection enregistrée, si vous souhaitez. Nous avons un système audio dans la salle. Joue le nocturne en mi bémol, serveuse. Sa voix était claire, ferme, audible de toute la salle. Où tu cherches un autre emploi demain. Le silence dura 1 seconde, peut-être 2. Élise sentit tous les regards peser sur elle. Les hommes en costume, les femmes en robe de soirée, les verres levés à mi-hauteur. Et lui, debout au bout de la salle, les bras croisés, qui attendait. Elle posa le plateau sur le dessus du bar. Ses jambes la portèrent jusqu'au piano. Elle ne sait plus exactement comment elle s'est assise. Elle se souvient seulement du bois froid du tabouret sous elle, de l'odeur de cire sur le couvercle du clavier et du silence qui s'épaississait. Elle posa les mains sur les touches,
Ses doigts tremblaient, pas de peur, pas tout à fait. Quelque chose de plus vieux que la peur, quelque chose qui dormait depuis 30 ans dans les os de ses mains. La première note sortit mal, trop appuyée, un peu sourde. Un murmure dans la salle. Quelqu'un tout sauta. Élise ferma les yeux. Elle ne pensa plus à Damien Beaumont. Elle ne pensa plus aux invités, aux verres, aux regards. Elle chercha quelque chose en elle. Un endroit qu'elle croyait avoir perdu. Une salle de cours à Lyon, une vieille professeure qui tapait sur le bureau avec sa règle, et une fille de 19 ans qui pleurait en répétant les mêmes mesures jusqu'à ce qu'elles deviennent parfaites. Ses mains se souvinrent avant elle. La mélodie du nocturne en mi bémol majeur s'éleva dans la salle. Lente, presque hésitante au début. Puis plus sûre. Puis tout à fait elle-même. C'était la musique de quelqu'un qui a souffert. Pas de quelqu'un qui joue la souffrance, mais de quelqu'un qui la porte depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie du corps. Chaque phrase montait, se tendait, puis redescendait doucement, comme une question à laquelle on renonce à répondre. Dans la salle, personne ne parla. Un homme posa son verre. Une femme baissa la tête. Monsieur Takahashi ferma les yeux à son tour. Et Damien Beaumont, debout près de la fenêtre, regarda Élise jouer. Il avait les bras toujours croisés. Mais ses mâchoires s'étaient desserrées. Quelque chose avait changé dans son visage. Quelque chose qu'il n'aurait pas voulu montrer. Élise ne le vit pas. Elle jouait. Elle jouait pour la fille qu'elle avait été. Pour les nuits où elle avait serré les dents pour ne pas crier. Pour l'enfant qu'on lui avait pris, qu'on lui avait dit mort, qu'on avait mis ailleurs, dans une autre vie, dans une autre famille, qui avait payé pour ça. Les dernières notes s'éteignirent. Le silence revint. Mais c'était un silence différent. Puis les applaudissements. Hésitants, maladroits. Les gens ne savaient pas très bien pourquoi ils applaudissaient, ni ce qu'ils avaient entendu exactement. Ils applaudissaient parce que quelque chose les avait touchés et qu'ils n'avaient pas de mots pour ça. Élise ouvrit les yeux. Elle se leva sans regarder personne. Elle lissa son tablier d'un geste machinal. Elle traversa la salle. Personne ne lui parla. Damien Beaumont resta silencieux. Elle poussa la porte de la cuisine. Elle laissa le battant se refermer derrière elle. Elle s'appuya un moment contre le métal froid du plan de travail. Elle respira, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle reprit les verres. C'était son travail. 20 minutes plus tard, quand elle revint dans la salle pour débarrasser les dernières coupes, les invités s'étaient regroupés en petits cercles, les voix revenues, les rires revenus. L'incident était digéré, classé, oublié. Comme tous les incidents qui impliquent les gens de service. Elle ramassa 2 flûtes vides, près du piano. Et alors, elle le vit. Le sac de Damien Beaumont, posé à même le sol, renversé légèrement sur le côté. Il avait dû le laisser là, en s'approchant du piano, plus tôt dans la soirée. Il n'était plus là pour le surveiller. Il était de l'autre côté de la salle, le dos tourné, à parler avec Takahashi. Un document dépassait du sac. Une enveloppe Kraft, coincée entre 2 dossiers. Le coin d'une feuille sortait, froissé, avec un en-tête imprimé qu'Élise ne pouvait pas lire entièrement. Elle hésita. Elle posa les flûtes sur le plateau. Elle regarda Damien. Dos tourné. Voix haute, ton assuré. Elle se pencha. Ses doigts saisirent le document. Elle le glissa sous son tablier. Rapidement. Sans regarder si quelqu'un l'observait. Elle prit le plateau, marcha vers le couloir de service. Ses jambes étaient instables. Sa tête, non. Une fois la porte franchie, elle s'arrêta contre le mur. Le corridor sentait la lessive et le bois froid. Elle attendit. Personne ne la suivait. Elle monta à sa chambre. La pièce faisait à peine 4 mètres sur 3. Un lit, une chaise, une table de nuit. Une fenêtre qui donnait sur la montagne. Élise posa le document sur la table. Elle alluma la lampe. Elle s'assit. L'enveloppe Kraft était fermée mais pas scellée. Elle l'ouvrit. Il y avait 3 feuilles. La première, un acte de naissance. Le nom inscrit en haut, Damien Beaumont. La date, le 19 mars 1992. Le nom de la mère, Isabelle Beaumont, née Vernet. Mais quelque chose clochait. Le bas de la page portait la mention « Copie certifiée conforme ». Et juste en dessous, à l'encre différente, une correction manuscrite presque invisible, une ligne barrée, une date réécrite. Élise plissa les yeux. La date d'origine était le 22 mars. 3 jours effacés. Pourquoi 3 jours? La deuxième feuille, des notes manuscrites. L'écriture était petite, serrée, de celle d'un homme vieux. En haut à gauche,
Maître Gérard Lassalle, notaire, Grenoble. En bas, un tampon à moitié effacé et la date du 15 juin 2002. Élise lut lentement. Certaines phrases demandaient 2 lectures. Il était écrit « Clause d'héritage conditionnelle. La fortune de Henri Vernet, estimée à 7 200 000 €, revient de droit à sa fille aînée, Élise Vernet, si elle est en vie à la date du décès du testateur. En cas de décès confirmé d'Élise Vernet, la totalité est transmise à son fils, Damien, à sa majorité. » Élise posa la feuille. Elle la reprit. Elle la relut. Sa fille aînée, Élise Vernet, elle. Le notaire Lassalle était mort en 2006. Elle l'avait lu dans un vieux journal local, ici même, dans cette région. Un accident de voiture. Elle n'avait pas fait le lien. Pourquoi l'aurait-elle fait? La 3e feuille. Un acte de décès. Au nom d'Élise Vernet, née le 3 avril 1972. Date de décès, le 28 septembre 1996. Cause, noyade, commune, Saint-Martin-d'Air. Le 28 septembre 1996. Ce jour-là, Élise était à Lyon. Elle cherchait du travail. Elle dormait dans un foyer de femmes seules. Elle était vivante, épuisée, et elle avait pleuré parce qu'elle n'avait pas de quoi payer le bus. Elle était vivante. Et quelqu'un avait écrit qu'elle était morte. Elle resta immobile 1 heure. Dehors, le vent frappait les volets. En bas, les invités riaient encore. Elle entendait la musique, étouffée par les murs épais du chalet. Elle pensa à Damien. Elle essaya d'être juste. Savait-il? Un enfant de 4 ans en 1996 ne décide rien. Mais un homme de 33 ans qui transporte ses documents dans son sac sans les détruire, ça ressemble à quelqu'un qui vérifie, ou à quelqu'un qui doute, ou à quelqu'un qui a peur que quelqu'un d'autre les trouve avant lui. Elle murmura pour elle-même, comme si dire les mots à voix haute les rendrait plus réels. Ils t'ont dit que j'étais morte. Silence. Et tu as hérité quand même. Elle ne dormit pas de la nuit. Elle éteignit la lampe à minuit. Elle la ralluma à 2 heures. Elle la rééteignit à 4 heures. Elle garda les feuilles posées sur la table, à plat, devant elle, comme des pièces à conviction dans un tribunal où elle était seule juge. Vers 5 heures du matin, elle remit les feuilles dans l'enveloppe. Elle la glissa sous le matelas, tout au fond, contre le mur. Elle fit du café. Elle s'assit près de la fenêtre. Elle regarda la montagne reprendre ses couleurs, lentement, gris d'abord, puis mauve, puis ocre. Elle attendit le jour. À 7h30, on frappa à sa porte. 3 coups, nets, secs, sans hésitation. Elle savait qui c'était avant même de se lever. Elle ouvrit. Damien était là, habillé, rasé de frais, les yeux froids comme la veille. Il tenait son sac serré contre lui. Son regard descendit 1 seconde sur ses mains, à elle. Puis il la fixa, sans sourciller. Sa voix était basse, tranchante comme une lame. « Vous avez pris quelque chose dans mon sac. » Élise ne sia pas. Elle resta immobile, la main sur la poignée, le visage vide de toute expression. « Non, dit-elle simplement. » Damien fit un pas en avant. Il était plus grand qu'elle. Il prit tout l'espace de l'embrasure. « Je ne vous crois pas. C'est votre droit. Vous étiez seul près de ma table hier soir. Mon sac était ouvert. Ce matin, un document manque. » Élise soutint son regard. Elle ne baissa pas les yeux, elle ne recula pas. « J'ai ramassé votre sac quand il est tombé. Je vous l'ai rendu. C'est tout. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je vérifie votre chambre. » Ce n'était pas une question. Élise hésita 1 seconde. Juste une. Puis elle s'écarta. « Faites. » Damien entra. Il posa son sac sur le lit. Puis il se mit à fouiller. Sans ménagement. Sans gêne. Comme si l'endroit lui appartenait. Il ouvrit le placard, souleva les pulls, les chemises, passa la main sous la pile de draps. Il retourna les coussins de la chaise, inspecta la salle de bain, regarda derrière le miroir, sous le lavabo. Élise ne dit rien. Elle resta debout près de la porte, les bras le long du corps, immobile. Damien revint dans la chambre. Il souleva le matelas, regarda sous le lit, ouvrit le tiroir de la table de nuit. Il y trouva un livre écorné, un chapelet, une vieille photo. Il ne prit même pas la peine de regarder la photo. Il se tourna vers elle. Son visage était dur. « Vous l'avez caché ailleurs. Je n'ai rien pris. Mentez encore, et je vous fais renvoyer. » Élise ne répondit pas. Damien s'approcha. Il était si près qu'elle pouvait sentir son aftershave. Cher, froid. Je vais parler à la direction. Vous serez licencié avant midi. Si c'est ce que vous voulez.
Vous ne comprenez pas, vous n'avez aucune idée de qui je suis. Si. Je sais qui vous êtes. Il y eut un silence. Bref, lourd. Damien fronça les sourcils. Quelque chose avait changé dans sa voix à elle. Quelque chose d'imperceptible. Mais il ne creusa pas. Il tourna les talons. Reprit son sac. Passa devant elle sans un mot. Sur le seuil, il s'arrêta. Vous avez jusqu'à ce soir. Si ce document ne réapparaît pas, vous êtes dehors. La porte claqua. Élise ferma les yeux. Elle compta jusqu'à 10. Puis, elle alla chercher son manteau. Elle glissa la main dans la doublure. Le document était toujours là, plié en 4, intact. Elle le sortit, le déplia, le relut. Certificat de naissance, Damien Beaumont. Né le 23 juin 1993 à Lyon. Mère décédée. Père, Henri Beaumont. Mais en bas, dans la marge, une annotation manuscrite. Presque illisible. Un nom rayé. Un autre écrit par-dessus. Et une signature. Celle d'un notaire. Datée de 30 ans plus tôt. Élise resta longtemps immobile. Puis, elle prit une décision. Pas de cris. Pas de larmes. Pas de confrontation. Pas de « je suis ta mère ». Non. Elle choisit autre chose. Elle sortit son vieux téléphone. Un modèle à clapet, presque ridicule. Mais il avait un appareil photo. Mauvais, pixelisé, mais suffisant. Elle photographia le document. Recto. Verso. Chaque détail. Chaque ligne. Puis elle le replia soigneusement. Le glissa dans une enveloppe blanche. Et attendit. À midi, Damien descendit déjeuner. Il ne la regarda pas. Elle servit son plat comme d'habitude. Remplit son verre. Débarrassa. Il posa son sac sur la chaise voisine. Comme toujours. Élise attendit qu'il soit absorbé par son ordinateur. Puis, en passant, elle glissa l'enveloppe dans la poche extérieure du sac. Discrètement. Naturellement. Personne ne vit rien. Le soir même, elle prit son vélo. Descendit au village. Il neigeait encore, mais elle ne sentait pas le froid. La bibliothèque fermait à 19 h. Elle arriva à 18h45. La bibliothécaire, Madame Jouve, leva les yeux de son livre. « Élise, ça fait longtemps. »« Bonsoir, Françoise, je peux utiliser un ordinateur ?»« Bien sûr. » Élise s'installa dans le coin, loin des fenêtres. Elle tapa lentement, maladroitement. Elle n'avait jamais été douée avec les machines. Mais elle savait ce qu'elle cherchait. Famille Beaumont, héritage, Lyon, 1993. Les premiers résultats apparurent. Un article de journal. Vieux de 30 ans. Décès tragique d'Élisabeth Moreau, héritière de la fortune Beaumont. Son fils nouveau-né confié à la famille paternelle. Élise fixa l'écran. Son propre nom, écrit noir sur blanc. Elle cliqua. L'article s'ouvrit, et elle commença à lire. Elle lut tout. Lentement, mot à mot. L'article était court. Quelques paragraphes. Mais chaque ligne était un coup. Selon le journal de Lyon, Élisabeth Moreau était décédée dans un accident de voiture en 1993. Son fils nouveau-né, Damien, avait été confié aux grands-parents paternels, Jean-Claude et Hortense Beaumont. La famille avait hérité du domaine Moreau quelques mois plus tard, au nom de l'enfant. Élise ferma les yeux. Un accident de voiture. C'était le mensonge qu'on avait raconté. Mais elle n'était pas morte dans un accident. Elle avait fui. Elle avait signé des papiers qu'elle ne comprenait pas. Elle avait 19 ans. Elle était seule. On lui avait dit que c'était le mieux pour l'enfant. Le mieux pour l'enfant. Ou le mieux pour eux. Elle chercha autre chose. Famille Beaumont. Marguerite. Moreau. Provence. Et là, un nom apparut. Marguerite Moreau, née en 1946. Résidence, Aix-en-Provence. Ancienne institutrice. Toujours vivante. Élise nota l'adresse sur un petit papier qu'elle glissa dans sa poche. Ce soir-là, en rentrant, elle s'arrêta à la papeterie du village. Elle acheta du papier, des enveloppes, un stylo propre. Elle s'installa à la table de sa cuisine. Dehors, la neige tombait encore. Elle écrivit lentement, soigneusement. « Madame Moreau, je ne peux pas vous dire qui je suis, mais je peux vous dire ce que vous avez le droit de savoir. » Elle joignit les photocopies, le certificat de naissance falsifié, les actes de succession signés en 93. 3 feuillets discrets, mais suffisants. Elle cacheta l'enveloppe. Elle l'adressa à Aix-en-Provence. Le lendemain matin, avant le service, elle la déposa dans la boîte aux lettres du village. Puis, elle retourna travailler. Les jours suivants, Damien resta au chalet. Ce n'était pas habituel. D'ordinaire,
Il repartait après 2 ou 3 nuits. Mais là, il semblait immobile. Enfermé dans sa suite, le téléphone collé à l'oreille. Élise l'entendait depuis le couloir. Non, ce n'est pas possible. Qui a transmis ces documents? Puis, plus bas, trouvez d'où ça vient. Vite. Elle passait sans s'arrêter. Elle déposait les plateaux. Elle repartait. Un matin, il la croisa dans le couloir. Mon café était froid ce matin. Je vous en apporte un autre, monsieur. Je m'en fous du café, je vous dis que c'était froid. Élise ne répondit pas. Elle hocha la tête et s'en alla. Ce n'était pas de la peur. C'était de la patience. 12 jours après avoir posté la lettre, quelque chose changea. Damien reçut un appel qui dura près d'1 heure. Élise ne l'entendit pas. Mais à dîner, il mangea à peine. Il fixait la table. Ses mains bougeaient sur la nappe, comme s'il cherchait quelque chose à tenir. Le lendemain, il appela quelqu'un en criant « Il ne peut pas faire ça. On a tous les papiers en ordre. » Une pause. « Alors trouvez un autre avocat, maintenant. » Élise servait le petit déjeuner dans la salle voisine. Elle entendit chaque mot. Elle posa les tasses sans bruit. Elle sourit très légèrement, sans que personne ne la voie. 3 semaines passèrent ainsi. Damien devenait plus nerveux chaque jour. Il parlait moins. Il regardait les autres avec méfiance. Un soir, il demanda à Élise si des inconnus avaient appelé le chalet. « Non, monsieur. Pas à ma connaissance. » Il la fixa un long moment. « Vous êtes sûr ? » « Tout à fait. » Il repartit sans un mot. Ce soir-là, vers 20 h, une enveloppe arriva par coursier. Élise était dans le couloir quand le jeune homme se présenta à l'accueil. Elle vit la réceptionniste prendre l'enveloppe et monter la déposer devant la suite de Damien. Élise continua à plier les serviettes de table. Quelques minutes plus tard, elle entendit la porte s'ouvrir. Puis le silence. Puis un son qu'elle n'avait pas encore entendu venant de lui. Quelque chose entre le souffle coupé et le début d'un mot qu'il ne finit pas. Elle tourna la tête discrètement. Damien était dans l'encadrement de la porte. L'enveloppe ouverte dans une main. La feuille dans l'autre. Son visage avait perdu toutes ses couleurs. Le matin fut ordinaire. Du moins en apparence. Élise disposa les tasses sur le comptoir, mit la cafetière en route, arrangea les petits pains dans la corbeille en osier. Les mêmes gestes que chaque jour depuis 7 ans. Les mêmes odeurs. La même lumière froide qui entrait par les fenêtres du chalet. Elle n'alluma pas la radio. Elle n'en avait pas besoin. À 9 h moins le quart, son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Un message de Mathieu, l'avocat. 3 mots seulement. C'est parti, regardez les nouvelles. Elle posa son téléphone à plat sur le comptoir. Elle ne regarda pas les nouvelles. Elle n'avait pas besoin de ça non plus. À 10 h, la réceptionniste alluma la télévision dans le salon commun. Une habitude pour les clients qui prenaient leur petit déjeuner en retard. Et c'est ainsi que les premières images arrivèrent, sans que personne les ait vraiment cherchées. Le visage de Damien Beaumont en grand sur l'écran. Sous sa photo, une bande rouge défilait en continu. Fraude successorale au sein du groupe Beaumont. Ouverture d'une enquête judiciaire. Une cliente s'arrêta, sa tasse à mi-chemin. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « c'est ce PDG qui était ici il y a quelques semaines, non ?» Élise continua d'essuyer le bar. « Peut-être » dit-elle simplement. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un glissement de terrain. Lent au début, puis tout d'un coup. Les investisseurs se retirèrent en premier, puis les partenaires, puis les banques qui gelèrent les comptes en attendant la décision du tribunal. Le conseil d'administration du groupe tint une réunion extraordinaire un jeudi matin, et Damien Beaumont fut suspendu de ses fonctions avant midi. Élise l'apprit par le journal télévisé du soir, comme tout le monde. Elle mangea sa soupe. Elle alla se coucher. Le vendredi soir, la porte du chalet s'ouvrit. Il était là, seul, sans bagages élaborés cette fois. Un simple sac de voyage. Pas de chauffeur, pas d'assistante, pas d'escorte de collaborateurs en costume sombre. Juste lui, dans un manteau froissé, les yeux creusés comme si les derniers jours avaient duré des mois. Élise était derrière le comptoir. Elle le vit entrer. Il ne dit rien d'abord. Il s'installa sur le même tabouret qu'à son habitude, celui en bout de bar, comme si ses jambes l'avaient amené là par mémoire. Par réflexe, comme un animal blessé qui rentre dans le seul endroit où il se souvient d'avoir eu chaud. « Un thé » dit-il enfin. Sa voix était différente, plus basse, plus fragile. Quelque chose s'était brisé dedans. Élise prit la bouilloire. Elle dit rien. Elle déposa la tasse devant lui avec ses gestes habituels.
propre, précis, sans rien de trop. Il prit la tasse entre ses deux mains et fixa le liquide un long moment. « Tout le monde me regarde comme si j'étais déjà mort », dit-il à mi-voix. Élise ne répondit pas. Mes associés, les journalistes, même les gens que je ne connais pas dans la rue. Il leva les yeux vers elle. « Vous ne me regardez pas comme ça. » Elle l'observa une seconde, puis elle retourna rincer un verre dans l'évier. « Vous êtes la seule personne ici qui ne me juge pas, » murmura-t-il. L'ironie de ces mots flotta dans l'air froid du chalet. Élise laissa le silence les absorber. Il sirota son thé. Elle continua à travailler. Au bout d'un long moment, il parla encore, pas vraiment à elle, plutôt à la pièce vide, à la montagne derrière les vitres, à quelque chose d'invisible. On m'a dit toute ma vie que j'avais hérité de quelque chose de grand, que je devais être à la hauteur. Un souffle court. Ils ne m'ont jamais dit que c'était construit sur un mensonge. Élise plia un torchon. Elle attendit. Ma mère? Il s'arrêta. Il posa la tasse. Si elle avait vécu, peut-être que tout aurait été différent. Élise ne bougea pas. Mais quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait enfermé depuis 30 ans, se serra silencieusement. Elle continua à plier le torchon. Elle posa le torchon sur la table. Elle alla chercher quelque chose dans la poche de son tablier. Un rectangle de papier, jauni au bord, plié avec soin depuis longtemps. Elle s'assit en face de lui, sans un mot. Damien la regarda. Elle déplia la photo lentement. Elle la posa sur la table, entre leurs deux tasses. Il se pencha. Une jeune femme. 22 ans, peut-être. Des cheveux sombres. Un regard clair et direct. Elle tenait un nouveau-né contre sa poitrine. C'est moi. Damien fronça les sourcils. Et c'est toi. Il ne dit rien. Il regarda la photo. Puis, il regarda Élise. Puis la photo encore. Non. Sa voix était plate. Ma mère est morte peu après ma naissance. Tout le monde me l'a dit. Je sais ce qu'on t'a dit. C'est dans tous les documents familiaux. Les mêmes documents que j'ai trouvés dans ton sac. Élise ne souriait pas. Ceux que j'ai remis aux autorités, il y a 3 semaines. Damien se leva brusquement. Sa chaise racla le sol. Il fit 2 pas vers la fenêtre. Dehors, la neige tombait sans bruit sur la montagne noire. Ce n'est pas possible. Regarde tes mains. Élise tendit les siennes à travers la table. Regarde la forme de tes ongles. La ligne de tes mâchoires. Il ne voulait pas regarder. Mais ses yeux descendirent, malgré lui, vers les mains d'Élise, puis vers les siennes. Il se détourna. Pourquoi maintenant? Parce que c'est terminé. Il se retourna. Qu'est-ce qui est terminé? Élise croisa les bras. Sa voix ne tremblait pas. L'Empire, les comptes, les procédures judiciaires, tout ce que la famille Beaumont a construit sur un mensonge, ça s'effondre depuis 3 semaines. Et toi, tu le sais très bien. Damien était très pâle. C'est toi qui as lancé ça. Oui. Un silence. Lourd. Presque solide dans la pièce. Pourquoi? Élise prit une longue inspiration. J'avais 22 ans, j'étais seule, enceinte. La famille Beaumont a envoyé un homme. Il m'a expliqué que si je gardais l'enfant, il n'hériterait de rien, qu'il y avait un testament, une condition, un nom. Ils avaient besoin d'un héritier qui porte leur sang, mais pas leur passé. Elle marqua une pause. Ils m'ont payé pour disparaître, et ils ont fait croire que j'étais morte. Damien ne bougeait plus. Pendant 30 ans, je t'ai cherché, pas pour récupérer ce qui m'appartenait, juste pour savoir si tu allais bien. Sa voix restait égale, froide comme la nuit dehors. Et puis, tu es arrivé ici, et tu m'as regardé comme si j'étais invisible, comme si je n'existais pas. Il ouvrit la bouche, il la referma. Le soir du gala. Élise se leva. Tu m'as forcé à jouer devant tes clients. Tu m'as humilié devant des inconnus pour le plaisir, et tu ne savais pas qui j'étais. Élise, j'aurais pu te détruire par vengeance. Elle le regarda droit dans les yeux. Je t'ai détruit par justice. Le feu crépitait dans la cheminée. Dehors, le vent frappait fort contre les volets du chalet. Damien baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent lentement. Quand il parla, sa voix était brisée. Pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt? Élise le regarda une dernière fois. Sans colère. Sans larmes non plus. Parce que tu ne méritais pas ma douleur. Elle reprit la photo. Elle la glissa doucement dans sa poche. Elle marcha vers la porte du salon. Et elle s'arrêta, une main posée sur le montant. Derrière elle, Damien dit une seule chose. Une chose qu'elle n'attendait pas du tout. Une chose qui l'obligea à fermer les yeux un instant,
avant de décider quoi faire. Il dit « Je sais ». Élise se figea, ses doigts se crispèrent sur le bois du montant. Elle ne se retourna pas tout de suite, elle attendit que les mots prennent leur place dans sa tête. « Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était calme, plate. « J'ai trouvé une lettre, il y a 5 ans. Dans les affaires de ma mère adoptive. Une lettre écrite par elle, jamais envoyée. Elle parlait de toi. Elle disait que tu étais vivante, que tu cherchais à me retrouver. » Élise ferma les yeux. 5 ans. Il avait su pendant 5 ans. Et tu n'as rien fait. Ce n'était pas une question. Damian ne répondit pas. Elle rouvrit les yeux. Elle reprit sa marche. Elle poussa la porte. Elle ne regarda pas en arrière. 3 semaines plus tard, Marguerite Fontaine arriva au chalet dans une voiture discrète. Une femme sobre, la cinquantaine passée, les cheveux gris coupés courts. Elle avait les yeux de quelqu'un qui apportait beaucoup de choses sans jamais se plaindre. Elle trouva Élise dans la cuisine, en train de préparer du café. « Je suis venue vous remercier, dit-elle. » Élise posa 2 tasses sur la table. « Vous n'avez pas à le faire. »« Si, j'y tiens. » Elles s'assirent. Marguerite ouvrit son sac. Elle sortit une enveloppe épaisse. « Les avocats ont finalisé les documents hier. L'héritage Fontaine m'est officiellement restitué. 38 millions d'euros. » Élise ne toucha pas l'enveloppe. « Ce n'est pas pour ça que j'ai agi. Je sais. C'est pour ça que je veux vous offrir ceci. » Marguerite fit glisser une feuille sur la table, un document légal, une rente mensuelle. 2 000 euros par mois, à vie. Élise lut lentement. « C'est trop. » « Non. » Un silence. « Je n'ai pas besoin de luxe. Ce n'est pas du luxe, c'est de la sécurité. Vous avez travaillé toute votre vie. Vous méritez de choisir comment finir la vôtre. » Élise regarda par la fenêtre. Les montagnes étaient là, blanches et immobiles. Elle en avait passé des années à regarder ces montagnes. Elle signa le document. 1 mois après, elle quitta le chalet. Elle n'emporta pas grand-chose. Quelques vêtements. Ses livres de partition. Une petite photo encadrée, pas celle de Damien. Une photo de ses mains, prise des années plus tôt par une amie. Elle prit un train pour Lyon. Elle trouva un appartement au 3e étage, rue des Chartreux. Petit, lumineux. Avec une grande fenêtre qui donnait sur une cour tranquille. Elle acheta un piano droit d'occasion. Un Yamaha dont la touche de ré bémol coinçait légèrement. Elle apprit à l'aimer quand même. 2 semaines plus tard, elle posa une petite annonce à la mairie du quartier. Cours de piano gratuit pour enfants de 6 à 15 ans. Priorité aux familles sans ressources. En 1 semaine, elle avait 7 élèves. Damien l'appela pour la première fois en décembre. Elle ne décrocha pas. Il laissa un message. Elle l'écouta 1 fois. Elle l'effaça. Il écrivit une lettre en janvier, puis une autre en mars, puis une dernière en juin. Elle les lut toutes. Elle n'y répondit pas. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste la vérité. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an passa. Ses élèves avaient grandi. Certains avaient abandonné. D'autres étaient restés. Emma, 9 ans, avait un don réel. Théo, 12 ans, travaillait 2 fois plus fort pour compenser. Lina, 6 ans, ne savait pas encore lire mais reconnaissait toutes les notes à l'oreille. Élise organisa leur premier récital en juin. Une petite salle paroissiale, une 40aine de chaises, des parents nerveux avec des téléphones mal rangés dans les poches. Ce soir-là, elle vérifiait la disposition des chaises quand elle le vit. Au fond de la salle, debout contre le mur. Un manteau sombre, les cheveux un peu plus longs. Damien. Il avait maigri. Il avait l'air de quelqu'un qui dort mal depuis longtemps. Leurs regards se croisèrent. Élise ne sourit pas. Elle ne détourna pas les yeux non plus. Elle le regarda 1 seconde, 2 secondes. Juste assez pour qu'il sache qu'elle l'avait vu. Puis elle se retourna vers ses élèves. « Allez, tout le monde en place. Emma, les épaules. Théo, tu te souviens de la mesure 12 ? On reprend. » Le récital commença. Les enfants jouèrent. Faux, parfois. Hésitants, souvent. Magnifiques, toujours. Élise les regardait depuis le côté de la scène. Elle ne regarda plus vers le fond de la salle. Quand ce fut fini, les parents applaudirent de fort. Les enfants saluèrent maladroitement. Une mère, au premier rang, pleurait sans s'en rendre compte. Élise attendit que la salle se vide. Damien était parti avant la fin. Elle s'approcha du piano. Elle s'assit. Elle posa les mains sur les touches. Et elle joua le nocturne, pas pour lui,
Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour effacer quoi que ce soit non plus, pour elle, seulement pour elle. Dans la salle vide, la musique monta doucement. Chaque note, comme une respiration. Chaque silence, comme une décision prise depuis longtemps. Elle n'avait plus rien à demander, elle n'avait plus rien à pardonner. Elle jouait. Et c'était assez.